La réforme du financement des systèmes de santé en cours en Afrique tendent à concilier les objectifs d'efficacité et d'équité, notamment en prenant en compte le problème de l'accès aux soins et de l'utilisation des services de santé par les indigents. L'objectif de cette émission ici et ailleurs est d'identifier les modes de traitement de la question de la prise en charge des soins des indigents, d'analyser les mécanismes mis en place et les solutions proposées. Il s'agira de façon claire de passer en revue les grands défis de santé en Afrique, les enjeux en termes d'information, de renforcement du système de santé et de participation communautaire, d'aborder également la question de l'insuffisance de moyens humains et financiers et son influence sur la performance donc des systèmes de santé et voir enfin le rôle que joue la forte croissance démographique dans l'administration équitable des soins. Tout ceci avec comme thème système de santé en Afrique qui des prises en charge avec le docteur Gilbert Fassinou. Nous allons donc évoquer cette question. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Bénin. En face de vous, c'est Vadim Kéguin. Il est journaliste au quotidien Nouvelle Expression. S'intéressant donc aux questions de santé. Chers confrères, merci d'être là. Merci à vous aussi pour l'invitation. Alors, l'intérêt pour l'accès aux soins des indigents est très présent dans les écrits sur la santé dans la plupart des pays en voie de développement. Alors, monsieur Vadim, selon vous, c'est qui un indigent? Wow. C'est qui un indigent? Grande question que vous posez, parce que même les financiers, les agents de santé n'arrivent pas à s'entendre sur la définition à donner. Mais il y a deux approches qu'on y donne. D'abord, une approche économique où on approche cette définition des indices de pauvreté et on estime que quelqu'un qui est en dessous du seuil de pauvreté ou vit dans l'extrême pauvreté peut être qualifié d'indigent. Quelqu'un qui est en dessous $1 par jour, dépense moins $1 par jour, peut être qualifié d'indigent. Mais en même temps, une approche sociale pense que l'indigent, c'est celui-là qui n'arrive même pas à se prendre en charge, qui n'a pas de soins endogènes, qui n'a pas de soutien endogène, ni de soutien exogène. Voici les définitions que l'on donne. Probablement dans vos écrits. Alors, docteur Fassinou, vous qui recevez ces patients au niveau de vos services, comment est-ce que vous arrivez à identifier un indigent? Quelle définition donnez-vous? Oui, merci, monsieur le journaliste. En fait, déjà, pour le concept indigent en matière de soins de santé, quelqu'un qui ne peut déjà pas faire face aux soins, qui ne peut pas financer les soins dont il a besoin pour être en bonne santé, on peut déjà dire que cette personne est un indigent. Mais comme je le dis souvent, tout homme est indigent à un niveau donné. Parce que lorsque vous prenez les soins que nous donnons, il y a les soins préventifs qui ne coûtent pas grand-chose, il y a les soins curatifs. Et quand vous rentrez dans le volet curatif, nous avons aujourd'hui ces soins que nous apportons pour le rétablissement de la personne. Mais quand il y a des maladies qui sont chroniques, qui nécessitent donc des soins palliatifs, ou bien même d'autres types donc, de maladies, si quelqu'un a même les moyens, la durée donc de la maladie, sinon le coût même des médicaments à prescrire, font qu'à un moment donné du processus, la personne peut devenir indigent. Donc, tout homme peut être indigent, en tout cas en matière donc, de soins de santé. Mais globalement, disons simplement que celui qui est un indigent, c'est cette personne qui ne peut pas faire face à ses besoins vitaux, notamment les soins de santé. Alors, puisque vous le dites, est-ce qu'il existe des mécanismes de solidarité aujourd'hui qui visent donc à la protection de ces personnes-là vis-à-vis des soins? Oui, de plus en plus, on parle de la sécurité sociale. On veut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la prise en charge des soins au niveau donc de ces personnes. Et quand on voit en Afrique et dans le monde, de plus en plus, l'OMS veut que nous puissions tendre vers la couverture santé universelle.
C'est-à-dire qu'un système qui permet, qui facilite l'accès d'un citoyen, d'une population à des soins de qualité, tout en garantissant donc à cette personne une protection contre les dépenses catastrophiques. C'est-à-dire que la personne ne doit pas investir ses propres revenus dans les soins de santé au point en retour de devenir pauvre. Donc, on veut aujourd'hui que les pays, les États puissent s'organiser de manière à ce que ceux-là qui sont indigents, qui n'ont pas la capacité de faire face aux soins de santé, qu'on puisse trouver un mécanisme pour qu'ils aient la même chance, sinon l'égalité d'accès aux soins de santé comme tous les autres. Et ça, c'est ce que l'OMS souhaite. Mais c'est ce que l'OMS souhaite. Dans la réalité, ça se fait? Oui, dans la réalité, je pense que depuis des années, sinon que les 2 décennies passées, tout était parti des objectifs que l'OMS s'était fixé. On est parti des objectifs du millénaire pour le développement, notamment les objectifs 4 et 5 qui avaient voulu qu'on puisse réduire notamment donc, le taux de décès infantile et également le taux de décès maternel pour l'objectif 5. Et donc partant de là, l'OMS avait voulu que chaque pays puisse mettre en place un système pouvant faciliter donc l'accès aux soins de qualité. Donc, je pense que depuis ce temps, il y a des efforts qui sont fournis, mais ces efforts ne sont pas encore suffisants pour réellement parvenir aux résultats qu'on doit obtenir. C'est ça qui a fait qu'en 2015, quand les OMD ont été évalués, on a beaucoup plus pensé donc à se fixer d'autres objectifs, notamment les objectifs les objectifs de développement durable. Alors, Vadim, vous êtes journaliste, vous traitez de ces questions de santé. À travers vos écrits, vous faites également des investigations. Est-ce que vous confirmez un peu les propos du docteur? Vous avez l'impression que tous ceux qui sollicitent les soins de santé ont véritablement accès à ces soins-là de façon équitable, au même titre que les pauvres, comme les riches? Nous allons d'abord répondre en allant dans le sens du docteur qui est en face de nous, en disant tout simplement qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits quand nous restons peut-être au niveau de nos grandes villes, des grandes métropoles. Mais en descendant dans les périphéries, nous pouvons nous interroger par rapport à l'accès géographique, d'abord aux soins de santé. Nous pouvons nous interroger par rapport à l'accès. Vous avez évoqué la question financière, à l'accès financier aux soins de santé. Nous pouvons aussi nous interroger par rapport au plateau technique qu'il y a, par exemple, au niveau de nos centres de santé. Quand nous prenons, nous sommes au Bénin, quand nous prenons le cas du Bénin, la dernière fois, j'ai vu une ambulance quitter et voyager sur près de 500 km pour venir déposer un patient au centre de référence, après avoir dépassé 2 centres quand même universitaires. Donc la question se pose. Et là, la question se pose justement. Docteur, en attendant, avant de poursuivre dans la droite ligne de cette émission, est-ce que vous pouvez nous situer un peu sur la pyramide des hôpitaux, des centres de santé? Ça fonctionne comment? Oui, quand nous prenons notre système au Bénin, nous avons le niveau de sommet, qui est le centre de référence, notamment aujourd'hui le Centre national hospitalier universitaire, que nous avons, le CNHU, et associé aujourd'hui donc le Centre hospitalier universitaire Mère l'Enfant Lagune. Nous avons les centres départementaux. En plus de ça, nous avons les hôpitaux de zone et les centres des unités villageoises de soins, etc. Donc il y a toute une pyramide bien organisée aujourd'hui au Bénin pour que celui qui veut recevoir donc des soins puisse, en quittant un niveau inférieur, il a plus de chances d'obtenir à un niveau intermédiaire les soins de qualité même avant de venir au centre de référence qui est le CNHU. Alors, mais quand le journaliste en face de vous estime que quelqu'un a parcouru plus de 500 km après avoir dépassé quand même des centres hospitalo universitaires pour se rendre dans un hôpital peut-être de référence, je ne sais pas, mais vous trouvez ça normal?
Non, c'est pas normal du tout. Ça pose un problème de ce qu'on appelle le système de référence et de compte de référence. Je suppose que le centre qui a reçu le patient a fait un diagnostic et il a vu que ses capacités sont limitées. Il ne peut pas prendre en charge donc ce patient. Et dans la localité où la personne se situe ou bien dans le centre se situe, il doit avoir un niveau supérieur direct que le centre peut contacter. Donc, généralement, il y a un système qui permet donc d'appeler un centre de référence pour dire « Ah, nous avons tel patient, vu l'état, nous voulons donc référer ». Donc, ce n'est pas normal que quelqu'un, par exemple, puisse dire « Bon, moi, je veux me faire soigner uniquement au CNHU et à cause de ça, on puisse le référer de matériel pour le CNHU ». Donc, il y a des étapes à parcourir et peut-être il y a un dysfonctionnement au niveau donc donc, on va retrouver tout à l'heure les faiblesses des systèmes de santé, mais vous savez, les dépenses publiques de santé profitent davantage aux riches qu'aux pauvres. Ainsi, par exemple, en Mauritanie, 72% des subventions versées aux hôpitaux bénéficient de 40% d'habitants les plus riches. Au Ghana, par exemple, un tiers des dépenses publiques de santé profitent au quintile le plus riche, tandis que 12% seulement au quintile le plus pauvre. Les chiffres sont voisins pour la Tanzanie et ainsi va dans beaucoup de pays en voie de développement. Vadi, vous avez suivi ces chiffres-là, par exemple. Vous sentez qu'au Bénin, c'est la même chose? Au Bénin, nous sommes dans le même espace géographique que les autres États. Au Bénin, c'est la même chose quand nous voyons un peu que presque tous les centres de référence sont à Cotonou et aux alentours de Cotonou. Le gouvernement a veut construire un centre de référence. Ce n'est pas encore loin de Cotonou, c'est à Calavi. Et ceux-là qui auront prioritairement accès, ce sont ceux-là encore qui ont les moyens. Et pour compléter peut-être vos chiffres, nous allons aller dans la répartition des agents de santé. Il y a près de 8 agents de santé, quand nous prenons le cas du Bénin, qui sont dans les zones urbaines pour s'occuper de 4% de la population, de 4 sur 10, alors que nous avons 2 agents de santé pour s'occuper de 6 habitants sur 10 en zone rurale. Donc qu'on un peu la physionomie au niveau de notre pays, et ce que vous avez décrit, c'est ce qu'on constate un peu partout. Alors, docteur, qu'est-ce qui peut expliquer cette disproportion? Oui, parlant donc de l'allocation de la majeure partie des ressources, des dépenses publiques aux riches, comme dans les pays que vous avez cités, Mauritanie, Nigeria, etc. Je pense que cette disparité ne peut pas s'expliquer sur le plan moral quand on pense que d'autres personnes, pour raison de 1000 francs ou bien d'un frais forfaitaire, décèdent alors qu'on doit concentrer le maximum de ressources pour soigner ceux-là donc qui sont riches. Ça pose en fait le problème de la politique sanitaire que nous avons pour notre pays. Et de plus en plus, ces dispositions aussi sont renforcées par les politiques. Du coup, on a vu que dans les pays où nous sommes, ceux qui ont droit aux soins ou qui ont facilité à avoir accès aux soins, c'est ceux-là qui sont peut-être des cadres, ceux qui sont dans des partis politiques, ceux qui sont proches du gouvernement, ceux qui sont en fait à des postes un peu plus stratégiques pour le pays. Donc c'est eux qui ont une facilité donc d'avoir le financement de l'État pour la prise en charge sanitaire, alors que ceux-là qui sont dans des villages, dans mon village là-bas ou bien dans d'autres localités où ils sont, on peut les considérer comme des indigènes, sont loin d'avoir accès donc à ces ressources publiques. Je pense que c'est une problématique et cette problématique doit être corrigée, et je pense que c'est dans ce cadre que l'OMS depuis 2 décennies déjà a voulu que les chefs de l'État puissent donc s'associer et réorienter en fait les dépenses de l'État en matière donc des soins de santé pour que l'indigent aussi puisse avoir l'égalité de chances d'accès aux soins de santé que le riche. Mais ça reste des politiques à l'international, mais déclinées au plan local, je vais parler par exemple au plan pays, jusque-là ça ne prend pas. La faute est à qui?
Vous, médecins, vous êtes par exemple syndicaliste. Qu'est-ce que vous faites dans ce secteur pour que ça change? Bon, la faute est à qui? Je disais tout à l'heure que ça dépend de la politique sanitaire. Et dans notre pays, en 2008, qui vous souviennent que l'ancien chef d'État avait voulu mettre en place le régime assurance maladie universelle. Et il y avait eu beaucoup donc, de campagnes autour. C'était déjà un début pour que nous puissions sortir donc, de la situation. Mais ça a peiné, ça n'a pas pris. On ne connaît pas réellement les raisons pour lesquelles ça n'a pas pris. Et en dehors donc aussi donc du régime d'assurance maladie qui devait aider, nous avons vu également que les financements qui devaient être alloués au secteur de la santé depuis des années n'ont pas été conséquents. Parce qu'en 2001, les chefs d'État se sont regroupés à Abuja. Ils ont voulu, vu les défis donc liés au VIH, à la tuberculose, au paludisme, que chaque pays puisse attribuer 15% de son budget national chaque année donc, au secteur de la santé. Mais vous voyez ce qui se passe chez nous. Nous ne sommes pas encore parvenus à atteindre donc 4%, 5%. L'année dernière, on était autour donc, de 4%. La responsabilité doit être aussi donc, partagée, je pense, parce qu'il faut que la population puisse être exigeante vis-à-vis donc, de l'État pour réclamer donc, des soins, et que aussi donc, comment on appelle, le gouvernement puisse savoir que la santé n'est pas un secteur budgétivore, puisque la santé, le secteur de la santé est au centre donc, de développement. Il faut qu'il puisse réorienter davantage donc, leur politique sanitaire. Et parlant donc de ce que nous sommes en train de faire, nous, dans le syndicat autonome des médecins du Bénin, nous avons même lancé récemment une pétition pour qu'on puisse arrêter les évacuations sanitaires. Et vous avez vu, quand on prend les évacuations sanitaires aujourd'hui au Bénin, ça coûte à l'État plus de 10 milliards par an. Mais si on prend ces 10 milliards, qui sont ceux qui bénéficient de ça? Comme vous l'avez dit dans d'autres pays, ce sont ceux qui sont au sommet de l'État. Les cadres, c'est eux. On peut autoriser l'évacuation sanitaire d'un cadre d'un ministère facilement qu'un paysan qui est venu de mon village là-bas. Mais si on réorientait donc la politique de sorte que l'argent qui est destiné à l'évacuation sanitaire, on prend cet argent, on commence par équiper donc les hôpitaux, on commence par se demander combien de médecins nous avons besoin pour le pays. Vous voyez? Donc on aurait changé un peu le paradigme, renforcer nos compétences locales pour faire face aux défis que nous avons en matière de santé aujourd'hui, plutôt que de dilapider donc, les fonds. Nous sommes en train d'alerter le gouvernement pour qu'il puisse changer. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, récemment, la semaine dernière, le chef de l'État même a dit qu'ils sont en train donc de voir qu'il faut arrêter les évacuations sanitaires au Bénin. Voilà, pendant ce temps, les syndicalistes de la santé sont en grève. Ils réclament beaucoup plus de l'argent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pas pour les soins de qualité aux populations. Vous pensez, comme le docteur l'a reconnu tout à l'heure, que les populations doivent davantage s'engager dans l'amélioration de leurs conditions à travers l'exigence d'un certain traitement de qualité? La population le fait déjà. La population le fait déjà. Mais pas assez? Peut-être pas assez, mais la population le fait déjà par des mécanismes qui sont mis en place au niveau communautaire, où ces comités mis en place rencontrent, discutent avec les autorités sanitaires au niveau des zones sanitaires pour pouvoir bénéficier de l'amélioration des conditions sanitaires. Mais bénéficier de l'amélioration des conditions sanitaires, cela signifie tout simplement que la politique sanitaire de l'État aille dans le même sens. Si on alloue 4% simplement du budget national au secteur de la santé, quels que soient les efforts de la population, la répartition ne peut pas descendre tel que la population l'aurait souhaité. Et là, c'est vrai que la population doit s'engager, elle s'engage. Il y a les ONG qui sont là, qui font un travail. Il y a les professionnels des médias qui interpellent. Mais il faut le leadership politique pour aller dans ce sens. Depuis 2001, Abuja a demandé 15% des budgets nationaux, mais les États africains sont à peine à 12%. Donc, voici un peu
l'état dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on ferait mieux de décentraliser, par exemple, le système de santé et permettre donc à chaque commune, par exemple, de s'occuper de ses ressortissants sur le plan sanitaire avec le peu de moyens de la part de l'État? Bon, la question de la décentralisation du système de santé, il faut dire que cela est déjà effectif, hein, parce que les communes prennent déjà en charge une partie, par exemple, de la construction des centres de santé. Les communes affectent même des agents de santé au niveau de ces centres de santé. Il me souvient que dans la partie septentrionale de notre pays, il y a des communes qui ont décidé, par exemple, d'envoyer des fils de la localité aller faire des formations de sages-femmes, aller faire des formations d'infirmiers pour revenir dans ces localités. Parce que quand on affecte les médecins, quand on affecte les agents de santé qui ne sont pas de ces localités, à leur niveau, ils trouvent que ce sont des zones enclavées. Il ne reste pas plus de 24 heures, plus de 48 heures, plus de 12 mois. Ils ont prêté serment pour servir sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'allons pas faire ce commentaire. Il ne reste pas plus de 12 mois dans cette localité. Alors pour pouvoir corriger ce déficit, il y a déjà les communes qui prennent leurs responsabilités. Mais encore faudrait-il, quand nous prenons le cas du Bénin, que tout ce qu'il y a, par exemple, au niveau du transfert des compétences, que les communes puissent en bénéficier, parce qu'il y a matière à discussion à ce niveau. Docteur Fassinou, quelle est alors, selon vous, l'efficacité comparée entre peut-être des systèmes centralisés et décentralisés au niveau de la santé? Non, avant de parler de l'efficacité comparée entre les systèmes centralisés et décentralisés, je voudrais revenir sur un aspect qui me paraît important. Contrairement à mon frère, la population n'est pas encore exigeante vis-à-vis de l'État en matière des soins de santé. Parce que aujourd'hui, nous sommes à combien? À un médecin pour 25 000 habitants environ. Et l'OMS dit, vers les horizons 2030, il faut 4,5 médecins infirmiers, sages-femmes pour 1000 habitants. 2030, de 2018, nous sommes à 12 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que la population puisse demander d'abord à l'État de redéfinir la politique sanitaire en matière donc de ressources humaines dont nous avons besoin pour le secteur de la santé. Si c'est un seul médecin qui va couvrir une zone sanitaire pour faire couvrir des choses, il ne peut que jouer un rôle administratif. Il ne peut pas participer réellement aux soins de santé. Donc il faut des recrutements massifs des médecins dans le secteur de la santé, des recrutements des sages-femmes, des recrutements des infirmiers, pour que ceux-là soient redistribués en fait sur le territoire national. Mais qu'est-ce que nous constatons? Pour l'historique des faits, nous avons vu que en 1950, le Bénin comptait environ, je prends notre pays, ça comptait 2 millions comme population. Aujourd'hui, nous tournons autour de 8 millions, 10 millions. Ça veut dire qu'en 50 ans environ, la population s'est quadruplée, sinon s'est multipliée par 5. Mais pendant ce temps, ceux-là qui sont chargés donc de s'occuper de l'état de santé de la population, la courbe ça ne s'est pas doublé. Ça ne s'est pas doublé. C'est pour dire qu'il n'y a pas une politique de prévision des ressources humaines dont nous avons besoin pour faire face donc à l'état donc de santé de la population. Du coup, le problème de l'efficacité va se poser non pas en termes de compétences intrinsèques des médecins, mais en termes d'insuffisance du personnel. Et tant que nous n'aurons pas donc de suffisamment de personnel qualifié, si je rentre dans mon village, il faut que la femme qui est enceinte, qui veut accoucher, soit capable de dire si je vais à l'hôpital ou bien je vais dans un centre de santé, je rencontre un personnel qualifié. Si on ne résout pas cette équation, on ne peut pas comparer les systèmes centralisés et les systèmes décentralisés. Donc, on a besoin encore
de renforcer en fait notre politique donc de recrutement des agents de santé, pas pour recruter quelques agents de santé par an, mais il faut un recrutement massif comme l'OMS a recommandé pour qu'on puisse donc parvenir à un niveau plus élevé. L'autre chose, pour répondre un peu à votre question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des compétences dans le pays. Le Bénin ne manque pas des médecins compétents pour faire face donc au système de santé. Alors, et même s'il en manquait, l'État ou bien notre pays peut décider, ou bien les pays africains peuvent décider donc d'améliorer, de renforcer les capacités donc de ces médecins en les envoyant soit en formation ou bien en invitant d'autres compétences pour renforcer donc leur niveau donc de compétences. Alors le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose, comme je veux déjà le dire, c'est en réalité l'insuffisance de ces personnes. Hein? Nous n'avons pas suffisamment assez pour que la croissance de la population puisse répondre à l'exigence de disponibilité de médecins. Non, l'insuffisance dont je parle, c'est l'insuffisance en fait de politique de recrutement ou bien d'un système pour maintenir en fait donc ces personnes sur place. Parce que vous savez que notre pays forme des centaines de médecins par an. Je prends les médecins, nous formons des centaines de médecins. Cotonou et Parakou sont plus de 100 médecins par an. Donc ces médecins, il y a beaucoup qui prennent le chemin donc de la spécialisation. Il y en a qui, après spécialisation, quittent carrément le pays, qui vont dans d'autres pays pour servir. Donc si on avait une politique et si on savait que en 2030, nous devons atteindre l'objectif de 4 médecins pour 1000 habitants, nous devons avoir une politique systématique d'utilisation des produits des médecins que nous formons. Alors, ils sont formés par le pays, ils partent pour se spécialiser, et puis après, ils ne rentrent plus. Ou carrément, ils finissent tous ici et ils s'en vont. Alors, qu'est-ce que, selon vous, est-ce que vous les écoutez parfois, ceux-là qui désertent, ils vous confient quoi? Il y a 20 à 40% de nos médecins qui sortent du pays. Et tout simplement parce que le plateau technique qu'offre le système sanitaire ne permet pas aux jeunes qui sortent de se maintenir. Mais il n'y a pas aussi une politique, comme l'a dit Dr Fassino tout à l'heure, il n'y a pas une politique de maintien. Il me souvient que l'Agence française de développement a initié une politique pour les jeunes médecins qui sortent de Parakou, une politique de les installer dans les zones périphériques et en leur donnant peut-être quelques moyens et pour leur installation et en accueillant maintenant les patients. Et ça, c'est peut-être une initiative peut-être à dupliquer, à prendre, à capitaliser par nos États pour pouvoir essayer de maintenir ces médecins qui sortent sur le territoire national. Sinon, il n'y a pas aussi une grande motivation. Quand vous allez dans les zones périphériques, l'agent de santé qui dort dans la salle d'hospitalisation, cet agent de santé ne médite pas que face à une opportunité, il resterait encore couché dans la salle d'hospitalisation. Il partirait. Alors, il partirait. Quel est, votre rôle en tant que média aujourd'hui? Parce que l'information aussi, elle est capitale. Vous êtes le 4e pouvoir. Quel travail de sensibilisation faites-vous à ce niveau? Alors, au niveau des professionnels des médias, il faut déjà souligner qu'il y a un creuset qui réfléchit sur la question de la santé, creuset tant au niveau national qu'au niveau régional. Mais au-delà du creuset, il y a les investigations que nous faisons, il y a les interpellations que nous faisons à travers les émissions, à travers les écrits. Et cela, nous ne pouvons pas dépasser ce cadre-là. Nous ne pouvons pas dépasser ce cadre, nous ne pouvons pas aller au-delà. Mais maintenant, il faudrait qu'en plus de notre travail, que les agents de santé
que les partenaires techniques et financiers puissent aussi interpeller, continuer par interpeller, par soutenir aussi le plaidoyer des ONG dans ce sens. Docteur, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. En 2008, déjà, le gouvernement du docteur Thomas Boniaï, là nous sommes au Bénin, avait initié ou entrepris quand même le régime assurance maladie universelle, mais ça a mis du temps pour véritablement prendre. Le régime en place aujourd'hui a tenté donc de le réaménager en inventant autre chose carrément. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays où on pense que la participation communautaire aujourd'hui est indispensable pour la prise en charge des soins, et surtout aux indigents. Vous trouvez ça salutaire? Oui, c'est salutaire dans la mesure où aujourd'hui les communes, les arrondissements, les villages, je dis toute la population doit enfin considérer les soins de santé comme étant une priorité. Ça va nécessiter en fait que ces autorités, pas seulement l'État central, en fait, puissent réfléchir à un mécanisme. C'est déjà heureux, on en a parlé tout à l'heure qu'à Parakou, il y a un système qui est mis en place. Je suppose que c'est beaucoup plus un système décentralisé pour envoyer les médecins dans les zones plus chaudes là. Mais en même temps, il ne suffit pas d'envoyer les médecins là-bas. Il faut réfléchir à un système de maintien de ces médecins dans chose là. Parce que si on envoie quelqu'un quelque part et le salaire qu'on doit lui payer ou bien les rémunérations qu'il attend. Aujourd'hui, vous vous plaignez encore de vos conditions de traitement? Bon, ça c'est carrément un autre débat parce que le médecin béninois est très mal payé. Est très mal payé comparativement à d'autres. Donc, est-ce que vous faites suffisamment d'efforts aussi pour exiger autant du gouvernement? Oui, en fait, c'est ça. Nous, en notre sein, nous sommes en train de réfléchir. Et nous disons carrément, est-ce qu'il ne faut pas carrément définir un statut particulier pour les médecins et agents de santé? Ça peut être une solution, un début de solution contre les autres dont M. Wagner a parlé tout à l'heure. Donc, si la profession donc, du médecin n'est pas valorisée, si le médecin, vous les connaissez, c'est des gens qui passent tout le temps à réfléchir, donc à faire sortir d'autres des urgences. Donc, si le médecin doit travailler en même temps et réfléchir à comment il va faire pour nourrir sa famille, son enfant, comment il fait pour scolariser, il y aura des problèmes. Son rendement ne peut pas être ce qu'on veut. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que nous puissions déjà parvenir à redéfinir en fait un statut pour le médecin, pour que celui-là qui sort aujourd'hui de la faculté des sciences de santé, qui ne soit pas capable, qui ne soit pas contraint d'aller faire des gardes à la périphérie pour 2000 francs ou bien 4000 de 16h à 8h du matin pour subvenir donc à ses besoins. Alors donc, la participation communautaire, vous trouvez ça? Oui, je parlais tantôt donc puisqu'on parle des indigents aussi. Oui, il faut une politique en fait globale. Il faut une politique globale. Je disais que les autorités au niveau communal, les chefs d'arrondissement, tout ça, toute la population doit en fait, ces autorités doivent penser à un mécanisme de financement donc des soins pour tous, de manière à ce que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, chacun puisse avoir accès à des soins de qualité sans qu'il n'y ait une barrière donc financière. Donc, l'État central a une volonté, mais il faut que cette volonté soit accompagnée par aussi donc les autorités communales pour que nous puissions parvenir, disons, à atteindre les objectifs qui sont fixés. Parce que tout ce que nous allons faire, ça va tourner autour de l'atteinte des objectifs que l'OMS a fixés à l'horizon 2030. Adim, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les indigents, tels que vous les avez définis tout à l'heure, quelqu'un qui manque de moins de $1 par jour, il peut contribuer aux soins des autres? Les autres vont contribuer pour lui, pas qu'il va contribuer aux soins des autres, les autres vont contribuer pour lui. Et le Maroc en a fait l'expérience à travers la couverture sanitaire universelle. Le Maroc a défini 3 types de couverture sanitaire universelle. D'abord, un type pour les
les personnes actives et les retraités, mais un type pour les indigents, mais un autre type pour ceux qui ne se retrouvent pas dans cette catégorie, les indépendants. Mais il faut dire que en ce qui concerne le Bénin, si nous prenons le régime d'assurance maladie universelle, qui n'est plus d'actualité, il faut dire que le Bénin avait pris une bonne option. En dépit de la propagande qu'il y avait autour, il y avait eu un travail technique qui avait été fait autour de cette assurance. Et il y avait même eu déjà des bébés ramus, comme on appelait dans le temps. Il y avait eu déjà des bébés ramus. Il y avait eu déjà la carte ramus où certains indigents bénéficiaient déjà de cette prestation. Et ce qui a accroché, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de volonté politique, de leadership politique. Ce qui a accroché, l'initiative est partie peut-être d'un ministre qui a introduit la réforme au niveau du gouvernement, mais ce ministre n'a pas été soutenu par son gouvernement. Après, moi c'est mon analyse, parce qu'il eût fallu que ce ministre, demandant un financement pour pouvoir appuyer le régime, pour pouvoir bien mettre en route le régime, le ministre n'a pas eu le financement. C'est après un remaniement du gouvernement que son successeur a eu le financement. Et à quel moment, au deuxième conseil des ministres, on alloue un financement de 2,5 milliards à son successeur pour pouvoir mettre en route le RAMU. Et aujourd'hui, nous voyons ce qu'est devenu le RAMU. Donc voici la volonté politique, le leadership politique. Voici ce sont les éléments dont nous avons besoin pour un système de santé efficace. Dans un espace où la démographie est décriée partout, 5 à 7 enfants, voire 8 par femme, est-ce que vous pensez que les difficultés que nous avons énumérées ici, au plan financier, au plan technique, et également le manque de personnel qualifié, vous pensez qu'on est vraiment en train de trouver le bout du tunnel? Dr. Fassino? Oui, le bout du tunnel paraît loin, mais je me dis qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et si nous avons une bonne politique sanitaire, hein, nous pensons donc à ce qui va se passer dans l'avenir, ça va nous amener à redéfinir en fait nos priorités en matière donc des dépenses publiques. Et c'est ça qui va nous amener à vite atteindre donc ce bout du tunnel. La croissance démographique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de 1950 à aujourd'hui 2018, on a vu que la population, ça s'est triplé, ça s'est quadruplé, voire là. Donc, en même temps, au même moment, la population, sinon les leaders, le leadership dont Vladimir a parlé tout à l'heure, ça devait être prévoyant. Nous devons avoir un leadership, des leaders qui prévoient en fait ce qui va se passer en matière des besoins en soins de santé dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Donc ça va conduire à quoi? À ce que nous puissions par exemple faire des prévisions en matière donc de nombre de médecins dont nous avons besoin dans 5 ans, nombre de sages-femmes dont nous avons besoin dans 5 ans, de même que infirmiers, aides-soignants, etc. De la même façon, nous devons penser à transformer en fait cette croissance démographique en un atout de développement pour nous. En faisant quoi? En agissant davantage sur des soins préventifs que nous devons administrer donc à la population. Donc aujourd'hui nous n'avons pas de véritable programme de soins curatifs et de soins préventifs pour la population. À un moment donné, on se retrouve face à des problèmes et c'est en ce moment qu'on cherche des solutions. Alors que nous devons être beaucoup plus proactifs, nous devons prévoir, faire des prévisions en matière donc des problèmes auxquels nous serons confrontés dans l'avenir. Et ça va nous amener donc à réorienter davantage nos investissements. Si nous ne pensons pas que le secteur de santé est un secteur prioritaire aujourd'hui, nous allons allouer peu de ressources et c'est quand nous serons face à des pandémies ou bien à des épidémies que nous allons mobiliser des ressources saines pour faire face à ces épidémies. Les effets de la maladie du virus Ebola
aujourd'hui au Libéria sont plus dévastateurs que la maladie ou l'épidémie lui-même. Aujourd'hui, l'Afrique, Emmanuel Macron l'a bien sûr dit, surtout l'espace subsaharien, c'est là où il y a beaucoup plus de taux de fécondité. Et nous avons des médecins de moins en moins disponibles. Est-ce que vous pensez que c'est un atout de développement? La croissance démographique, il faut dire que nos États sont en train de maîtriser cette croissance. Ah bon? Avant, dans nos pays, une femme peut faire 10, 15 enfants. C'était la proportion au niveau périphérique. Mais aujourd'hui, au niveau périphérique, on est à 8, à 6 ou à 7 enfants. Donc, on trouve que c'est encore trop? Oui, mais comparé au premier chiffre, on voit quand même une diminution. Au niveau urbain, nous avons, les ménages ont 3, 4 enfants, ce qui fait, en prenant le cas du Bénin, nous sommes à 4,9 enfants par femme. Et il y a une politique de planification familiale qui est mise en place au niveau des différents États, où il y a même une organisation, on parle de partenariat de Ouagadougou. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la croissance démographique que nous constatons comporte un gros atout. L'atout, c'est le taux des jeunes. Plus de 40% de cette population est jeune. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que d'ici quelques années, cette population jeune deviendra une population active forte. Et une population active forte peut bien investir dans la croissance. Mais maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est, comme le dit le docteur Fatsinou, il faut peut-être prévoir les politiques qu'il faut pour pouvoir soutenir cette croissance démographique qu'on est en train de voir au niveau de nos différents États. Prévoir ces politiques, c'est de savoir le nombre de centres de santé dont nous avons besoin. Peut-être en 2030, le nombre en 2030, le nombre de centres périphériques dont nous avons besoin en 20 ans dans telle ou telle localité. Et ça, je crois que ce travail prospectif, nous pouvons le faire. Ce travail prospectif se fait déjà par les statisticiens. Il suffit de faire sortir ces documents qui existent, qui sont donnés par les différentes grandes enquêtes, comme l'enquête démographique et de santé, pour pouvoir mettre en application les chiffres qui sont là, mettre en application les recommandations qui sont là. Et je reviens encore à ma question de volonté politique. Volonté politique, on va bientôt sortir donc de cette émission. Comment vous trouvez de façon générale la couverture sanitaire universelle, si on peut le prendre ainsi, sur le continent africain, Dr Fassinou? Oui, ces 2 décennies passées, grâce donc aux objectifs du millénaire pour le développement fixés par l'OMS, les États ont fait des efforts. Mais ces efforts n'ont pas été suffisants. On n'est pas loin des résultats? Très loin vraiment? Bon, on est loin des résultats. On est loin des résultats. Mais si nous prenons conscience des défis qui sont les nôtres et que nous travaillons davantage, je pense que nous pouvons atteindre les objectifs sans même faire recours autrement donc à des financements excessifs donc des partenaires. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes partis des objectifs du millénaire pour le développement et en 2015 on s'est fixé les objectifs de développement durable. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique pour que en 2030 ces objectifs soient atteints? Ça va faire appel toujours à la question de volonté politique, parce que nous, en tant que population, nous aurions bien voulu qu'en 2030 nous puissions avoir accès facile à des soins de santé de qualité sans qu'il y ait une barrière de couverture sanitaire, de barrière financière, que nous puissions avoir des personnels qualifiés et qu'il n'y ait plus de disparité entre le riche et le pauvre.
Mais on ne peut pas y parvenir s'il n'y a pas un minimum de volonté politique. Donc on a besoin que nos chefs, nos gouvernants puissent donc prendre davantage conscience des défis qui sont les nôtres et qu'ils puissent travailler davantage. Il n'y a rien d'impossible. Il suffit comme on le dit en santé communautaire, c'est que les ressources dont une communauté a besoin pour se développer se retrouvent déjà à l'intérieur. Nous avons les médecins, nous avons tout. Il faut qu'on puisse travailler à ça. Au niveau de la communication, 30 secondes, qu'est-ce qui est prévu? Au niveau de la communication, il faut beaucoup plus spécialiser les professionnels des médias. Il faut beaucoup plus leur donner l'accès aux sources d'information pour qu'ils fassent leur travail comme il se doit. Merci donc à vous. Système de santé en Afrique qui des prises en charge sanitaires, c'est bien sûr de ce thème que nous avons débattu tout au long de cette émission. C'était avec le docteur Gilbert Fassinou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Bénin, Vadim Kiréen. Vous êtes journaliste au quotidien Nouvelle Expression, s'intéressant donc aux questions de la santé. Merci d'avoir partagé vos éclairages avec nous. Merci à vous aussi. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et ailleurs, consacrée donc à la couverture sanitaire universelle en Afrique. Merci et à très bientôt.